La fin de la guerre en Ukraine est-elle proche? Les signaux, les motivations et ce qui se cache derrière. Mais ce que je veux surtout vous dire aujourd'hui, c'est que le véritable processus de négociation ne se déroule pas du tout là où les caméras filment. Nous en avons parlé à plusieurs reprises. La paix entre l'Ukraine et la Russie n'adviendra que lorsque les élites des deux pays verront plus d'avantages dans la paix que dans la poursuite des hostilités. Ce n'est pas une formule cynique, c'est simplement ainsi que la politique fonctionne réellement. Et maintenant, il semble que, pour la première fois en 3 ans et demi, voire déjà 4 ans, oui, cette formule commence à fonctionner non pas dans un seul sens, mais dans plusieurs directions à la fois. À cette formule Ukraine plus Russie, il faut ajouter un troisième acteur, l'Europe, qui vient tout juste d'accorder à l'Ukraine un crédit de 90 millions d'euros pour 2 millions et qui n'a même pas encore eu le temps d'utiliser correctement cet argent. Renoncer à un tel volume de flux financiers, à la défense, aux commandes de défense, aux contrats de reconstruction, à l'utilisation du budget. Eh bien, il n'y a tout simplement aucun, comme on dit, parti au pouvoir qui accepterait cela. Donc pour que l'Europe accepte aussi une pause, l'Europe est liée à l'Ukraine est liée, c'est-à-dire l'élite ukrainienne. Elle est incroyablement liée à l'Europe, n'est-ce pas? Donc il leur faut aussi une motivation très forte parce que, comme je l'ai déjà dit, personne ne renoncera volontairement à un tel butin. Et c'est là qu'entre en jeu un nouveau facteur. Pas directement, mais indirectement, l'Iran. Où Trump a clairement dit « Maintenant, je peux détourner mon attention du Moyen-Orient vers le conflit Russie-Ukraine. » C'est-à-dire qu'au Moyen-Orient, il sait déjà ce qui va se passer. Nous ne savons pas, peut-être qu'il sait que quelque chose a marché, peut-être qu'il sait que quelque chose n'a pas réussi et ne réussira pas avant un certain temps, mais il a pris une décision. Voilà le statu quo. Aujourd'hui, nous allons analyser comment tout cela est lié, quels signaux indiquent l'approche de la fin de la guerre. De tels signaux existent. Pourquoi le Kremlin évoque-t-il soudain publiquement la recherche des instigateurs et non plus discrètement via les services spéciaux? Les instigateurs, et il y a des instigateurs individuels. En détail, ce qui peut réellement se cacher derrière l'accord économique entre Moscou et Washington. Mais quelle est la question principale? Pourquoi parlons-nous maintenant de la fin imminente de la guerre? Eh bien, ces derniers jours, je ne sais pas, disons ces dernières semaines, il y a eu 5 signaux. Le premier. Donald Trump a déclaré publiquement le 6 juillet que Poutine subit des pressions. Eh bien, d'où vient cette pression? Pas de nous, n'est-ce pas? Donc, ça vient de l'intérieur. Il affirme vouloir mettre fin à la guerre, il le répète constamment. Cela signifie simplement qu'il vaudrait mieux pour Poutine mettre fin à la guerre sous la pression qu'il subit plutôt que de la continuer. Et alors, et c'est là un point important, les négociations sont beaucoup plus proches de leur conclusion que les gens ne le pensent. Pour prendre un peu d'avance, les gens imaginent un type de négociation, alors que Trump évoque des négociations très différentes. Voilà, et c'est en quelque sorte ce dont Zelensky parlait aussi. Deuxièmement, le chef du bureau du président de l'Ukraine, Kirill Budanov, a déclaré dans une interview à RBC Ukraine qu'il y a de réelles chances de mettre fin à la phase active du conflit dès 2026. C'est-à-dire, comme on dit, voilà. Cependant, selon lui, avant cela, l'escalade ne fera qu'augmenter. Mais c'est un phénomène assez particulier. Avant de parvenir à un accord, tout le monde essaie d'obtenir la meilleure position possible, et de mettre l'adversaire dans la pire position, oui. Troisièmement, le 3 juillet. Oui, le 3 juillet, Poutine a personnellement donné une instruction publique spécifique lors d'une visite aux militaires. Public, je veux encore une fois attirer votre attention là-dessus, il a demandé de trouver et d'analyser les instigateurs de la poursuite de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a apparemment de mauvaises personnes qui veulent la poursuite de la guerre. C'est lui qui a déclenché cette guerre. Il l'a poursuivie pendant déjà 4 ans et il a déclaré 100 fois qu'il n'avait pas l'intention de partir. Et il compte conquérir encore plus de terres. C'est-à-dire, il est clairement l'instigateur de la poursuite de la guerre. Mais il a bien quelque chose en tête, n'est-ce pas? Il a quelque chose en tête. Et publiquement, en soi, cela ressemble plus à une préparation à la fin des hostilités qu'à leur poursuite, n'est-ce pas? Oui, je cherche des instigateurs qui veulent donc m'inciter. Mais moi, je ne veux pas, et eux, ils m'incitent. Eh bien, je vais expliquer tout ça.
Ce nœud très étrange s'avère en fait très simple. Il suffit de tirer sur le bon fil et il se défait aussitôt. Quatrièmement, donc des signaux économiques venant de la Russie elle-même. Un record. Le premier, crise du carburant, déficit budgétaire, effondrement du prix du pétrole Urals. Et cinquièmement, selon les données du Financial Times et de The Economist, il y a 2 pistes parallèles de négociation entre Moscou et Washington. L'une concerne un cessez-le-feu et l'autre un énorme accord économique, voire je dirais un ensemble d'accords, dans le contexte d'une possible levée des sanctions. C'est de cette deuxième piste que je vais parler séparément et en détail, parce qu'il semble bien que c'est là que se trouve le moteur de ce qui se passe. Autrement dit, si Mikhail Gorbatchev évaluait cette situation, il dirait que c'est précisément là que le bât blesse. Mais avant d'aller plus loin, une remarque importante, sans laquelle ce sujet paraîtra sans doute naïf. En 4 ans, presque 4 ans et demi de guerre, les prévisions sur sa fin prochaine ont paru tellement naïves, tellement de fois, qu'il vaut la peine de s'arrêter et d'en rappeler au moins une partie. Juste pour calibrer les attentes. En septembre 2022, Boudanov lui-même, qui était alors dans le renseignement, si je me souviens bien, prévoyait le retour de la Crimée au printemps 2023. Eh bien, cela ne s'est pas produit. Le FMI, dans ses rapports sur l'économie de l'Ukraine, repoussait d'année en année les prévisions de fin de la guerre. D'abord la fin de 2024, ensuite le dernier trimestre de 2025, puis déjà le milieu de 2026. Eh bien, vous comprenez ? Oui, Zelensky a annoncé en 2023. La guerre se terminera cette année. Cela ne s'est pas réalisé. En octobre 2024, en présentant le plan de victoire, il affirmait au plus tard en 2025 si les Alliés agissaient trop de façon décisive, ce qui reste incompréhensible. Cela non plus ne s'est pas réalisé. Le commandant d'Akhmat, c'est Abti Alaoudinov, en 2024, a déclaré publiquement « Je sais ». Il sait que l'opération militaire spéciale se terminera la même année, se référant selon ses propres mots à une écriture sacrée. Cela ne s'est pas réalisé non plus. À l'automne 2025, Volodymyr Zelensky parlait déjà avec beaucoup plus de prudence, disant que l'Ukraine continuerait à se battre, si nécessaire, encore 2 ou 3 ans. Pour ma part, j'ajoute 4, 5, 7, 9. La morale est simple. Les responsables ukrainiens, russes et occidentaux se sont régulièrement trompés sur les délais, dans un sens comme dans l'autre. Pendant la guerre, ces erreurs étaient généralement dues à un optimisme excessif. C'est pourquoi tout ce qui sera dit dans cette vidéo doit être perçu non pas comme une prédiction, mais comme une analyse des facteurs qui semblent aujourd'hui évoluer différemment par rapport au passé. Leur évolution différente n'implique pas forcément qu'ils aboutiront à un résultat dans les délais annoncés. Et ici, malgré tout ce scepticisme légitime, ukrainien, il y a un détail qui, en 2022, 2023 et 2024, était tout simplement absent. Oui, regardez jusqu'à la section sur les crises du carburant, jusqu'à la section sur l'accord de Dmitriev, car c'est précisément la combinaison de ces 2 facteurs qui, aujourd'hui, semblent fondamentalement différentes de toutes les promesses passées des politiciens. Revenons à Vovan, VV. Donc la question qui se pose d'elle-même, faut-il identifier ceux qui empêchent de mettre fin à la guerre ? Pourquoi l'annoncer publiquement par un porte-parole plutôt que de donner discrètement un ordre aux services spéciaux ? Les services spéciaux surveillant déjà constamment quelqu'un, même sans déclaration publique. Plusieurs versions existent ici, aucune n'est trop confirmée officiellement, il s'agit d'une analyse, non d'un fait. Version numéro 1, celle-ci de politique intérieure. Une instruction publique retentissante fonctionne comme un signal pour sa propre élite. Eh bien, et pour l'appareil de sécurité aussi. Si les négociations sur la fin de la guerre avancent réellement, toutes les structures doivent comprendre à l'avance que s'opposer à la paix est risqué. C'est-à-dire que tout le monde est sous surveillance, mes chers amis, les nôtres et les autres. Oui, c'est une sorte de vaccin contre le sabotage interne du processus de paix par ces membres des forces de l'ordre et ces propagandistes dont la carrière et les revenus dépendent ou non dépendent de la poursuite de la guerre. Il y en a quelques-uns comme ça, n'est-ce pas ? La deuxième version, c'est un signal vers l'extérieur, d'abord aux pays baltes et à une partie des élites européennes que le Kremlin qualifie d'instigateurs, ouvertement, une sorte d'avertissement avant une possible détente.
La troisième version, la plus cynique, c'est simplement la préparation d'un groupe commode de coupables au cas où les conditions de paix seraient défavorables au Kremlin et qu'il faudrait l'expliquer à la population. Pourquoi la guerre ne s'est-elle pas terminée par la victoire que tout le monde attendait, mais s'est-elle terminée, disons, par un compromis ? Impossible de savoir avec certitude quelle version est vraie. Mais le simple fait que cela soit public et non pas discuté en coulisses est un signe fort qu'une prochaine étape se prépare, nécessitant une justification politique interne. Regardons encore une fois la réalité. Au début du mois de juillet 2026, la crise du carburant en Russie a atteint des proportions records, probablement jamais vues dans toute l'histoire du pays post-soviétique. En raison des frappes massives de drones ukrainiens à longue portée contre les raffineries de pétrole. Donc c'est l'état-major général des forces armées ukrainiennes qui a fait l'évaluation. Environ 43% des capacités de raffinage du pétrole ont été mises hors service. Des restrictions sur la vente d'essence ont été introduites, à mon avis, dans 40 régions. En Crimée, la vente libre de carburant est périodiquement complètement arrêtée et les prix sur le soi-disant marché secondaire atteignaient 200 roubles par litre. Rien que pour la première moitié de 2600, 94 attaques contre les raffineries ont été enregistrées, soit 11 fois plus. C'est 11 fois plus que pour la même période l'année précédente. À cela s'ajoute une image budgétaire. Le déficit du budget russe pour 2025 s'élevait à environ 5,7 000 milliards de roubles, soit presque 2 fois plus que le plan initial. Les investissements étrangers directs dans l'économie russe ont chuté de 56% en 4 années de guerre. En général, il est bien difficile d'imaginer une organisation étrangère qui investit dans quoi que ce soit en Russie. Mais si l'on se rappelle que la plupart des organisations étrangères sont en réalité des sociétés offshore appartenant à des Russes et qu'elles ont souvent un lien direct avec le gouvernement, alors certaines choses deviennent plus claires. Néanmoins, même eux, après avoir transféré de l'argent à l'étranger, ne se précipitent pas vraiment pour réinvestir en retour. La deuxième option peut être un investissement d'État, comme en Chine. Cela porte parfois un autre nom, mais c'est bien un investissement gouvernemental, sans crainte de perte. Et encore un détail, littéralement la semaine dernière, l'agence Bloomberg a rapporté que le prix du brut russe Oural, appelé Urals, s'est effondré jusqu'au niveau qui existait avant la guerre avec l'Iran. Autrement dit, il semble que cette envolée soit terminée, n'est-ce pas ? Nous ne savons pas encore ce qui va se passer, il y a encore des bombardements, ceci, cela, mais il semble que l'envolée soit terminée. On dirait que, pour ainsi dire, Trump a réussi à faire baisser le prix du carburant, de l'essence, du pétrole. Mais il y a ici un hic qui change complètement la donne. Poutine veut la paix par faiblesse. Non, des sources du New York Times parmi les services de renseignement occidentaux disent exactement le contraire. Selon les informations du New York Times, citant justement ces sources au sein des services de renseignement de plusieurs pays occidentaux, Vladimir Poutine est convaincu qu'il est en train de gagner la guerre et qu'il est prêt à la poursuivre jusqu'à obtenir le contrôle total de la région de Donetsk, même si cela doit prendre encore 1 an et demi ou 2 ans. Selon cette version, chaque jour supplémentaire de combat, d'après les calculs du Kremlin, ne fait que renforcer leur position dans les négociations. Cela concorde avec les informations du Financial Times, selon lesquelles la Russie ne prévoit pas de revenir à des négociations substantielles avant au moins février 2027. Le Kremlin compte d'abord s'emparer de toute la région de Donetsk, puis seulement forcer Kiev à faire des concessions. Et le fait que, pour le dernier round de négociations, Poutine ait envoyé son assistant Vladimir Medinsky, et non une personnalité, disons, de plus haut niveau. Selon les analystes polonais, c'est au moins le signe qu'un véritable compromis n'est pas encore prévu dans les plans du Kremlin. Nous avons devant nous 2 scénarios mutuellement exclusifs. Eh bien, comme c'est généralement le cas. L'économie pousse le Kremlin vers la paix, tandis que les calculs militaires l'incitent à poursuivre la guerre pour obtenir des gains territoriaux. Eh bien, le territoire dans cette guerre n'est nécessaire que pour dire aux Russes que nous avons gagné, que tout va très bien pour nous, que nous avons atteint ce que nous voulions. Il est impossible de dire avec certitude lequel de ces facteurs l'emportera finalement. Une autre question. Cela n'est-il pas lié aux élections de mi-mandat au Congrès américain en novembre 2026 ?
Personne ne mentionne pour l'instant de lien direct confirmé par des sources. Mais la logique, en général, s'impose d'elle-même. Il est politiquement avantageux pour Donald Trump de clore le sujet de la guerre prolongée avant les élections, afin de présenter aux électeurs ses réussites en politique étrangère. C'est précisément pour cette raison que Donald Trump répète méthodiquement, semaine après semaine, la même phrase. « Nous sommes plus proches qu'il n'y paraît. Nous sommes plus proches. Nous y sommes presque. Poutine le veut aussi. » C'est une méthode classique de préparation de l'opinion publique. Cependant, Boudanov lui-même n'a pas cité les élections américaines comme raison de sa prévision. Donc, la version selon laquelle cela serait lié précisément aux élections américaines, il a dit que d'ici la fin de l'année, cela se terminerait, la phase active de la guerre se terminera cette année. Donc tout cela n'est qu'une hypothèse analytique. Et voici une citation directe du renseignement ukrainien. Il y a un détail que l'on oublie souvent. À la mi-juin, Trump a clairement déclaré qu'après avoir conclu l'accord avec l'Iran, il se concentrerait sur la Russie et l'Ukraine. Autrement dit, selon les propres mots du président américain, c'est précisément après avoir réussi à régler le conflit autour de l'Iran. Nous avons toujours l'impression que ce n'est pas réglé, mais Dieu seul sait. Peut-être qu'ils savent là-bas ce que nous ignorons. Washington a libéré Souris parce que ce que fait Trump et ce qu'il dit, c'est une ressource diplomatique pour le dossier ukrainien. Il n'y a pas de preuve directe de la thèse selon laquelle la Russie lâche l'Iranien en échange d'un accord ukrainien dans les sources. Mais c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui suit. La diplomatie américaine travaille de manière cohérente sur un grand conflit à la fois, et l'Ukraine, apparemment, est la prochaine sur la liste précisément parce que la phase aiguë de la crise iranienne est déjà passée. Et la Russie a compris qu'elle ne pouvait plus en tirer profit. Et en plus, les Américains leur ont expliqué quelque chose. Et maintenant, en réalité, voici la partie la plus intéressante de cette vidéo. Parce que ce que l'on appelle publiquement des négociations de paix peut en réalité n'être que la partie émergée de l'iceberg de ce qu'on appelle le plus grand accord. Et les chiffres, messieurs, sont tels qu'il devient évident que le véritable processus de négociation ne se déroule pas du tout là où les caméras filment. Selon The Economist et Reuters, parallèlement à la piste publique des négociations sur le cessez-le-feu à Istanbul, Budapest, Genève et en Allemagne, il existe une piste non publique. Elle est menée par le représentant spécial de Poutine pour les investissements, Kirill Dmitriev, directement avec les représentants de Trump, principalement avec Steve Witkoff et, selon certaines sources, avec le gendre de Trump, Jared Kushner. Avant même la rencontre entre Poutine et Trump en Alaska, Moscou avait préparé un document contenant un ensemble de propositions que des sources et des économistes ont qualifiées de plus grand accord entre la Russie et les États-Unis. Et donc, quand on parle en Russie de l'esprit de l'Alaska ou du sens de l'Alaska, cela signifie que Poutine et Trump sont parvenus à un accord de principe sur quelque chose, même si les détails ne sont pas encore définis. Et donc, l'esprit selon lequel nous allons suivre cette voie a plané après l'Alaska, et ensuite, par ses il paraît que quelque chose s'est passé ou ne s'est pas passé là-bas. Alors, qu'est-ce qui fait partie du paquet entre la Russie et les États-Unis ? Le développement conjoint du pétrole et du gaz en Arctique. C'est une région où la Russie possède d'énormes réserves inexploitées, mais elle n'a ni le capital ni les technologies, surtout après le départ des entreprises occidentales en 2022. Ensuite, l'extraction conjointe des terres rares. C'est d'une importance cruciale pour les technologies américaines et l'industrie de la défense. Et la Chine domine pratiquement ce secteur en situation de quasi-monopole. La construction en Russie d'un centre de données alimenté par l'énergie nucléaire. Autrement dit, il s'agit en fait de l'intégration des entreprises technologiques américaines dans l'infrastructure énergétique et numérique russe. Et un point exotique séparé est le projet de tunnel sous le détroit de Bering, qui relierait la Tchoukotka à l'Alaska. C'est ce dont on parlait déjà à l'époque de la Russie tsariste au XXe siècle. Eh bien, cela n'a jamais dépassé le stade des discussions. Je sais exactement que c'est tout simplement le projet favori de Shoigu, parce que j'en ai discuté personnellement avec ses assistants. Selon les estimations des sources, l'ensemble du paquet est évalué à environ 12 000 milliards de dollars. Réfléchissez-y bien. Pas des milliards. Des billions de dollars. On n'utilisait même pas de tels chiffres, à mon avis, sauf ces dernières années. C'est une somme énorme. Comparable
à un quart du PIB annuel des États-Unis. C'est précisément ce paquet que la propagande russe présente déjà à l'intérieur du pays comme un succès diplomatique de la Fédération de Russie. Autrement dit, le Kremlin prépare sa propre population au fait que la normalisation des relations avec les États-Unis, et non la victoire sur le champ de bataille, deviendra le principal gain politique dans cette guerre. Voici ce paquet. C'est l'essentiel que je veux que vous compreniez. Poutine a trouvé cette victoire avec laquelle il peut venir devant le peuple et dire « Voilà ce que nous avons accompli, c'est quelque chose de fantastique, et c'est pourquoi nous mettons fin à la guerre. » L'Ukraine devient insignifiante, ou plutôt, l'Ukraine devient une petite partie de ce grand accord que, selon les mots de Poutine, deux grandes puissances, l'Amérique et la Russie, ont commencé à conclure ensemble. La logique ici est assez schématique. Si on la pousse jusqu'au bout, la Russie a les ressources naturelles et le territoire. Il n'y a ni capital ni technologie, notamment à cause des sanctions. Les États-Unis ont un excès de capital et de technologie. Mais l'intérêt pour la diversification des approvisionnements en terres rares en dehors de la Chine est très élevé, ainsi que pour de nouvelles sources d'énergie. En fait, une seule question me vient à l'esprit. Jusqu'à quel niveau d'exaspération la Chine va-t-elle aller, si cette transaction a lieu? Mais je rappelle que Nixon, à son époque, s'est rendu en Chine et a convenu avec eux qu'il ne formerait pas d'alliance avec l'Union soviétique. C'était une coup très habile et mon ancien partenaire, avec qui j'avais une entreprise dans les années 90, est allé en Chine, donc avec Nixon, après Nixon, oui, et il me racontait comment tout cela s'est passé. Cela dit, l'Amérique a fait plusieurs erreurs stupides. Cela a été fait par des gens incroyables, sans lien avec le vrai business, vivant dans un monde de raisonnement universitaire sur le bien et le mal. Eh bien, c'est un peu comme Karl Marx, qui a écrit le livre d'économie le plus populaire au monde sans jamais avoir mis les pieds dans une seule entreprise de sa vie. Actuellement, on observe une démarche similaire. On tente de détacher Moscou de Pékin et espérons que les gens d'affaires qui mènent les négociations ne répéteront pas les mêmes erreurs que Nixon et ses collaborateurs et qu'ils n'en feront pas d'autres tout aussi idiotes. Accord, la Russie ouvre l'accès aux ressources, les États-Unis lèvent les sanctions et apportent de capital et technologie. En échange, le Kremlin accepte de mettre fin ou de geler la guerre, car sans la levée des sanctions, tout ce paquet ne peut tout simplement pas être mis en œuvre techniquement. Bien sûr, la Russie ne quittera pas l'Ukraine, mais elle peut geler, pour ainsi dire, la situation sur le territoire, sur la ligne où ils se trouvent actuellement. Si c'est vraiment le cas, eh bien, il y a peu de détails confirmés, la plupart proviennent de fuites et d'estimations d'analystes, je m'excuse, d'analystes et non de déclarations officielles des partis. Alors Poutine se retrouve soudainement avec une incitation économique bien plus puissante à mettre fin à la guerre. Bien plus puissant que toute considération humanitaire, pas parce que la guerre est immorale, n'est-ce pas ? Mais parce que la paix ouvre l'accès à l'argent et aux technologies qui font actuellement cruellement défaut à cause de la crise énergétique et de la chute des prix du pétrole. Et c'est là qu'il faut revenir à ce avec quoi nous avons commencé, aux élites des deux côtés, donc, pour qui la paix doit être plus avantageuse que la guerre afin qu'elle s'engage sur la voie de la paix. Aux élites russes, à en juger par le contenu de l'accord en discussion, on ne propose pas l'humiliation et la défaite, mais une toute nouvelle source d'enrichissement. Légale, énorme, pour des années à venir. Cela coïncide précisément avec le moment où l'ancienne source de revenus, l'exportation de pétrole à des prix de guerre, a commencé à s'effondrer à cause des sanctions et des frappes contre les raffineries. Mais il y a aussi l'envers de cette logique qui s'applique déjà à l'Europe. L'Union européenne, il y a littéralement un mois, en avril 2024, a accordé à l'Ukraine un prêt de 90 milliards d'euros pour 2 ans. C'est-à-dire 60 milliards pour la défense, 30 milliards pour le soutien budgétaire. Premièrement, plusieurs milliards d'euros ont déjà été envoyés en juin pour la production. Là-bas, les drones ukrainiens ont commencé. D'autres paquets sont donc en attente. Parallèlement, 100 milliards d'euros supplémentaires du prochain budget à long terme de l'UE sont en discussion, cette fois pour la reconstruction de l'Ukraine après la guerre, si la guerre se termine. Ce sont d'immenses flux financiers sur plusieurs années. Des commandes d'armement pour les fabricants d'armes européens, des contrats pour la reconstruction des infrastructures.
des emplois, du capital politique pour les partis qui font adopter ces paquets par les parlements. Un tel système, une fois lancé, possède sa propre inertie. Il y a trop de participants, des complexes militaro-industriels, des entreprises jusqu'aux sociétés de construction qui obtiennent des contrats pour la reconstruction, et là-bas, il faut carrément reconstruire la moitié du pays. Ils ont tous intérêt à ce que ces flux ne s'arrêtent pas brusquement. Je n'ai pas de preuve directe d'un allongement délibéré de la guerre dans l'intérêt de certaines entreprises ou partis. Il faut le souligner. Eh bien, pour ne pas tomber dans un complotisme bon marché, mais structurellement, c'est une hypothèse tout à fait valable. Plus le financement de la guerre et de la reconstruction s'étend et se complexifie, plus il devient ardu à stopper par une décision politique, même si la direction américaine désirait la paix, ce dont je doute encore. Ici aussi, il faut une contre-incitation très forte. Par exemple, la perspective réelle d'obtenir dès maintenant une partie des contrats pour la reconstruction de l'Ukraine en participant activement aux négociations et non après coup. Donc les faits confirmés, les déclarations publiques de Trump sur la proximité des négociations, les instructions publiques de Poutine pour trouver les instigateurs. Une crise catastrophique du carburant en Russie et en Amérique, avec la mise hors service de 45%, 43% des capacités de raffinage du pétrole. Un déficit budgétaire russe record. L'existence d'un volet économique non public des négociations via Dmitriev, dont ont parlé les économistes de Reuters. Un crédit signifie que l'Europe accorde à l'Ukraine 90 milliards d'euros pour 2024, 2027 et prévoit encore 100 milliards pour la reconstruction. L'erreur systématique des prévisions passées sur la fin de la guerre des deux côtés, ce sont tous des faits. Je veux encore une fois expliquer l'astuce que les Européens utilisent. Ils n'ont pas d'argent, mais ils ont plein de biens qui appartiennent naturellement aux citoyens de leur pays. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont dans des banques privées et disent « Donnez-nous 90 ou même 100 milliards de dollars à des conditions qui vous seraient avantageuses. » Eh bien, il est clair que les banques prêtent à des conditions qui leur sont avantageuses, mais ici je veux souligner que les conditions peuvent être avantageuses, mais elles peuvent aussi être super avantageuses, pas seulement avantageuses, n'est-ce pas ? Vous nous prêtez des sommes folles, nous vous garantissons le remboursement de cet argent avec des intérêts élevés. Parce que si nous ne remboursons pas, vous prenez nos biens, vous saisissez nos navires, nos bâtiments, notre monnaie, nos revenus, nos impôts. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous récupérerez votre argent. Les conditions, repousser le début du remboursement du prêt au maximum. Ou bien structurer le prêt pour rembourser moins au début, puis davantage ensuite. Pourquoi ? Pourquoi est-ce nécessaire ? Le fait est que les politiciens actuellement au pouvoir veulent que le remboursement des prêts commence après leur départ à la retraite. C'est-à-dire qu'on obtient une situation remarquable. Certaines personnes prennent l'argent et touchent des pots de vin sous diverses formes. Il est évident qu'il ne s'agit pas uniquement d'argent, il y a aussi autre chose. Ensuite, ils partent tranquillement vers d'autres emplois ou à la retraite commencent à écrire des livres, à diriger des universités. Et ensuite, ce sont des gens qui n'avaient rien à voir avec l'emprunt de cet argent, c'est-à-dire nous, les contribuables, dans ce cas européen, oui, donc pas nous. Oui, ils commencent à payer pour ce qu'ils ont volé. En même temps, il faut réjouir les Ukrainiens. Cet argent précis ne devra pas être remboursé à eux. Même s'ils vont le recevoir, en partie, oui, mais aux Européens, tout en rattachant l'Ukraine à l'Union européenne grâce à cet argent. Cela garantit que l'industrie ukrainienne ne sera pas reconstruite de manière à devenir concurrentielle avec l'industrie des principaux pays de l'Union européenne. Ainsi, cette action permet d'atteindre un autre point essentiel. L'Ukraine ne devient pas un pays développé. La reconstruction de l'Ukraine dépend désormais de l'Union européenne. Elle deviendra un pays du tiers-monde, d'où l'on extrait des ressources et d'où l'on envoie des gens travailler dans d'autres pays. Eh bien, des pays qui sont des pays développés. C'est-à-dire que l'Ukraine devient une république bananière et sert de lieu de recrutement de militaires pour l'armée de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est aussi l'une des tâches importantes que l'Union européenne se fixe, car la population de l'Europe n'est plus du tout capable. L'Ukraine combat sur le terrain et ses citoyens en sont capables.
Donc pour qu'ils ne veuillent pas rester chez eux, mais veuillent aller à l'armée, il faut créer des conditions dans lesquelles ils se sentiraient mieux à l'armée qu'à la maison. Les représentants de l'UE et l'administration du président ukrainien traitent cette question. Version et hypothèse analytique. Lien entre les délais et les élections américaines de novembre. Idée. Le Kremlin abandonne l'Iran en échange d'un accord sur l'Ukraine. Le contenu précis de ce que Trump a personnellement promis à Poutine concernant l'Ukraine. Le contenu précis de ce que Trump a personnellement promis à Poutine, en plus de la levée des sanctions. La thèse selon laquelle les intérêts institutionnels européens ralentissent délibérément le processus de paix. Et donc tout cela n'est pas directement confirmé par des sources. Ce ne sont que mes propres théories du complot. Malgré toute l'incertitude, une conclusion peut néanmoins être affirmée avec certitude. Pour la première fois depuis longtemps, les intérêts économiques, politiques et la pression sociale à l'intérieur des trois acteurs clés, la Russie, les États-Unis et l'Europe, commencent à pousser vers un certain résultat et non simplement vers la continuation du statu quo. Ce n'est pas une garantie de paix. Nous venons de nous rappeler combien de fois de telles prévisions ne se sont pas réalisées, mais c'est un point fondamentalement différent de celui d'il y a un an. Pour la première fois, il n'y a pas seulement des déclarations humanitaires sur la table, mais aussi d'énormes sommes d'argent concrètes, qu'il est physiquement impossible d'obtenir sans la fin de la guerre sous une forme ou une autre, gel, dégel ou quoi que ce soit d'autre. Plus nous prêtons attention, vous et moi, aux chiffres réels, le carburant, le budget, le prix du pétrole, le contenu des accords économiques. Et pas seulement aux déclarations retentissantes faites à la tribune, plus nous comprenons précisément où l'histoire se dirige réellement. La clarté, il me semble, est toujours préférable aux illusions, quelle que soit la direction dans laquelle elle est orientée. Et là, je ne peux pas m'empêcher d'être sarcastique, c'est dans ma nature. J'ai toujours été très content quand les commentateurs, les analystes, les politiciens pas très accomplis appelaient Witkow et Kouchner des idiots. J'ai toujours pensé qu'il fallait vraiment être idiot pour considérer Kouchner et Witkow comme des idiots. Si cette vidéo vous a paru intéressante et utile, abonnez-vous à la chaîne Telegram de Léon Weinstein US, j'y suis l'évolution de ce sujet et d'autres sujets entre les grandes émissions. Et nous nous reverrons, mesdames et messieurs, très bientôt, car il y a tellement de nouvelles qui tombent que je termine à peine celui-ci, et je commence déjà à travailler sur le prochain épisode. Au revoir.